Football et franc-maçonnerie. Vous allez me demander, quel rapport entre les deux? Et vous aurez parfaitement raison, sauf qu'il faut quand même préciser pour l'anecdote un point commun. Football et franc-maçonnerie ont vu le jour l'un et l'autre dans une taverne à Londres. Pour le football, il faut remonter au 26 octobre 1863, date de fondation de la Fédération anglaise de football. Il s'agissait alors d'offrir un cadre associatif à la pratique de ce sport naissant et d'en préciser les règles afin de les différencier de celles du rugby. La réunion de fondation a eu lieu à Freemasons Tavern, la taverne des francs-maçons, à Covent Garden. Aujourd'hui, il s'agit de la taverne-restaurant The Freemasons Arms, qui est située à une centaine de mètres à peine du Freemasons Hall, siège de la Grande Loge unie d'Angleterre. C'est donc dans une taverne londonienne que le football moderne est né et a été codifié. Difficile de ne pas faire un rapprochement avec la Grande Loge de Londres, fondée, elle, le 24 juin 1717, dans une autre taverne londonienne, l'Oie et le Grill, aujourd'hui disparue. Étonnant, n'est-ce pas? Alors bien évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Inutile de vous creuser le ciboulot afin d'établir de savantes corrélations entre les règles du football et les rituels maçonniques, je laisse cet exercice à d'autres. De même, je précise aux plus suspicieux et aux amateurs de merveilleux que Neymar, Messi, Ronaldo, Griezmann, Hazard, Iniesta, Mbappé ou Cavani, pour ne s'en tenir qu'aux joueurs les plus connus actuellement, n'appartiennent pas à des arrière-loges ou des super-loges dans lesquelles l'argent coulerait à flot et où les travaux se résumeraient à signer de juteux contrats ou à des parties fines avec des putes de luxe. Alors, pourquoi parler de football et de franc-maçonnerie? Parce que le football va me permettre de vous expliquer la ligne de fracture qui sépare la franc-maçonnerie dite régulière de la franc-maçonnerie dite libérale. Vous voulez savoir comment? Alors restez avec moi. La différence entre le football et un autre jeu de balle tient à ces règles. Si vous voulez jouer au football, vous devez en respecter les règles. Ça paraît logique. Dès l'instant où vous ne voulez pas les respecter, vous jouez à un autre jeu. Vous pratiquez une activité sportive qui a les apparences du football, mais qui en réalité n'est pas du football. Eh bien, les obédiences maçonniques dites régulières résonnent ainsi en ce qui concerne la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie repose selon elle sur des landmarks, c'est-à-dire sur des règles qui fixent des limites en dehors desquelles on est hors du champ maçonnique. Alors je ne vais pas revenir ici sur le contenu même de ces landmarks, car j'y ai déjà consacré une vidéo dont vous trouverez le lien en description. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le respect de ces landmarks, ou de ces bornes, ou encore de ces limites, conditionne donc, pour les obédiences dites régulières, la pratique maçonnique traditionnelle et authentique. Autrement dit, tout ce qui s'en écarte n'a que l'apparence de la franc-maçonnerie. Pour le dire encore autrement, si le footballeur est celui qui joue au ballon dans le strict respect du football, le franc-maçon est donc celui qui pratique la franc-maçonnerie dans le strict respect des landmarks. Par conséquent, la qualité maçonnique naît de la contrainte imposée par un ordre donné. C'est pourquoi un franc-maçon régulier ne peut donc fréquenter qualité une loge qui ne respecterait pas les landmarks. Le franc-maçon régulier est dans un ordre spécifique. Cette manière de concevoir et de vivre la maçonnerie, que je respecte, car elle n'est pas dénuée de cohérence et de logique, n'est cependant pas la mienne, car il va de soi que les règles ne sont jamais intangibles par nature. Il suffit d'observer la vie des hommes, tout simplement. Les règles évoluent sans cesse, et c'est vrai de toutes les règles, qu'il s'agisse par exemple des règles de droit ou des règles de jeu. Considérons les règles du football. Celles-ci ont évolué au fil du temps. En effet, on ne pratique pas ce sport aujourd'hui comme on le pratiquait il y a 100 ou 150 ans. Par exemple, la taille des buts a été réglementée en 1875. Les dimensions du terrain, elles, ont été arrêtées en 1899. Toujours en 1899, le temps de jeu a été fixé à 90 minutes. Le corner, ou coup de coin, comme disent nos amis belges, est apparu en 1873 et le penalty a été défini en 1891. De même, les règles du hors-jeu ont connu de nombreuses modifications. L'arbitre, quant à lui, est apparu en 1890. Et qui se souvient que les cartons jaunes ou rouges ont été mis pour la première fois à la disposition des arbitres lors de la Coupe du Monde au Mexique en 1970. Bref, on le voit, les règles du football ont considérablement évolué. La façon d'y jouer aussi. Le football est ainsi devenu plus rapide et plus violent. Relativement confidentiel à ses débuts, il est aujourd'hui le sport populaire par excellence, pratiqué par environ 270 millions de licenciés dans le monde, dont 110 000 joueurs professionnels. Essentiellement masculin à ses origines, le football attire de nos jours de plus en plus de femmes qui le pratiquent à un niveau très élevé. On a d'ailleurs pu le constater lors de la dernière Coupe du Monde féminine, qui s'est déroulée en 2019 en France. Mais au-delà même du respect des règles et des évolutions du football, il y a l'esprit sportif, le fair play, le plaisir d'être ensemble dans cette pratique, le loisir, la volonté de se divertir tout en étant sérieux dans ce qu'on fait. J'en viens maintenant à la franc-maçonnerie. Les règles de la franc-maçonnerie n'ont jamais été immuables, tout comme celles du football. Elles aussi évoluent avec le temps et les préoccupations de celles et ceux qui la vivent au quotidien. Par exemple, les vénérables, jadis inamovibles dans les toutes premières décennies de la maçonnerie spéculative, sont élus par les frères depuis la fin du XVIIIe siècle. Des obédiences se constituent, vivent et disparaissent. D'autres survivent aux affres du temps et aux vicissitudes de la vie maçonnique. Il en est de même des loges. Certains rites maçonniques peuvent tomber en désuétude. D'autres peuvent apparaître comme par exemple le rite opératif de Salomon, ou le rite français philosophique dans les années 70. D'autres encore sont redécouverts et trouvent un nouvel essor. Je pense par exemple au régime écossais rectifié au début du XXe siècle. Je pense également aux ordres de sagesse du rite français à la fin du même siècle. Évidemment, comment enfin ne pas relever la présence de plus en plus affirmée des femmes en maçonnerie? Initiées de façon anecdotique au sein de la maçonnerie d'adoption au XVIIIe siècle, les femmes maçonnent désormais comme les hommes. Cela a commencé dès la fin du XIXe siècle au Mexique et en France, puis au XXe siècle en Belgique et dans un nombre croissant de pays à travers le monde, alors que les landmarks les écartent pourtant toujours du travail maçonnique.